Bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour ce panel Nouveautés et tendances de Watches and Wonders 2024. Une session particulièrement attendue au vu du nombre de nouveautés que vous avez pu voir durant la semaine. Donc nous allons partager quelques-unes de ces tendances avec nos invités. Charmila Bertrand, rédactrice en chef de Watches Magazine. Marie de Pimaudan, rédactrice en chef adjointe de GMT Magazine, et Emmanuel Schneider, directeur du contenu de la FHH. Watches and Wonders, ce sont 54 marques exposantes, donc on peut tout de suite dire que le plus difficile a été certainement de faire un choix, puisqu'on trouve dans chaque marque des nouveautés, des créations, des tendances. Finalement, chaque marque peut refléter certaines de ces tendances. L'année passée, j'ai eu la chance de modérer ce même panel et on avait beaucoup parlé de pop, on avait beaucoup parlé, il y avait la Kermit d'Oris, peut-être vous vous en rappelez, il y avait la Bubble de Rolex qui lançait aussi une nouvelle collection, qui avait un peu fait de l'effervescence durant ce salon. Cette année, et c'est mon impression en tout cas, on est beaucoup plus sur le détail, sur le sens du détail. Peut-être une tendance que certains appellent le quiet luxury. Et on a avec Emmanuel un premier modèle qui peut-être incarne mieux que tout cette tendance chez Parmigiani Fleurier. Emmanuel, je te laisse parler de cette montre qui reflète peut-être une tendance un peu plus large. Oui, merci Serge. Alors effectivement, on parle de quiet luxury, on parle sartorial, on parle souci du détail. Parmigiani donc relance, recrée cette Tauric petite seconde platine, puisque Tauric était une des collections du départ de Michel Parmigiani quand il a lancé sa marque. Et là, le travail effectué est assez hallucinant de finesse, de souci, de soin dans le détail, comme on disait, notamment sur le réau interne qui est incurvé, qui est souligné délicatement par les index, le fin encadrement de la petite seconde. La matière, c'est du platine. On a aussi un cadran grainé main, vert amande, comme dit la marque. Enfin voilà, tous ces petits détails qui font que c'est une montre qui, pour moi, incarne vraiment ce thème du luxe discret. Parmigiani Fleurier qui effectivement depuis quelques années fait vraiment un retour en force intéressant avec une esthétique vraiment très épurée et cette montre a certainement marqué les esprits pour cela. Alors on n'a pas parlé du mouvement parce que on le voit pas à l'écran, mais je vous invite à aller le voir et aller regarder en photo. Le mouvement est juste somptueux avec des décors qui sont là aussi finement sur des platines et des ponts en or. Enfin voilà, qui vient vraiment compléter cet aspect précieux et très technique quand même. Donc on dit, c'est une montre qui est sobre, mais qui dit sobriété ne dit pas forcément simplicité. Et je trouve que voilà, ça l'incarne parfaitement. Un autre modèle qui incarne peut-être cette tendance, et c'est chez Vacheron Constantin, qui est évidemment peut-être un maître du quiet luxury depuis 1755, on pourrait dire, avec cette patrimonie manuelle. Marie, tu as choisi aussi ce modèle. Qu'est-ce qu'il évoque pour toi ? Oui, alors effectivement, je rejoins complètement Emmanuel sur le sujet sobriété, simplicité, qui ne sont pas d'ailleurs forcément liées. La Patrimonie, donc c'est une collection qui n'est pas nouvelle. Elle date de 2004, donc elle fête cette année ses 20 ans. Difficile de faire évoluer une collection aussi sobre et simple qui a vraiment misé sur le minimalisme. Mais la marque arrive avec un nouveau diamètre, 39 mm, qui rentre tout à fait dans la tendance générale à la réduction des diamètres justement. Pour tendre vers une certaine sobriété, une manière de porter la montre, enfin, une proposition horlogère qui est faite pour tous les genres. Plus de distinguo. Ils existent certes encore un petit peu, mais enfin, on arrive à une offre qui se fiche des frontières de genre, enfin, qui pourrait.
Intéressant également le mouvement manuel, finalement, puisqu'on est aussi dans une quête de finesse. On a vu cette année encore des records, on a vu plusieurs tentatives finalement aussi d'aller au plus fin, d'aller au plus élégant, et le mouvement manuel de manière générale, j'ai même vu des marques qui proposaient une même montre avec mouvement manuel, mouvement automatique. Le mouvement manuel reste certainement minoritaire dans l'ensemble de la proposition horlogère mécanique. Malgré tout, il est bien présent sur ce salon. Tout à fait. Et d'ailleurs, la collection Patrimonie est inspirée à la base de modèles produits par Vacheron Constantin dans les années 50. Des modèles de diamètre très très raisonnable, avec une grande finesse. On ne peut malheureusement pas admirer le mouvement sur ce modèle-là, car Vacheron a choisi de laisser le fond fermé pour qu'on puisse éventuellement personnaliser la montre avec une gravure. C'est aussi une tendance depuis quelques années, une offre personnalisable, soit via une gravure, soit éventuellement à travers des choses beaucoup plus recherchées, avec des combinaisons, des configurateurs. On en a vu chez Ferdinand Berthoud par exemple, et puis chez Lorquin aussi. Exactement, merci, le nom m'échappait. Voilà. On continue dans l'élégance, mais cette fois de forme, avec la Panthère de Cartier, modèle large. Marie, tu as également choisi ce modèle, notamment pour son côté genderless. Oui, absolument. C'est pas du tout une nouveauté spectaculaire, c'est plus... donc cette Panthère de Cartier, c'est une montre des années qui avait été lancée par Cartier en 83, il me semble. Ça a été un très très grand succès. Ils ont vendu, je crois, 600 000 unités entre 80 et 90. Ça a été abandonné au début du siècle, enfin dans les années 2000. Et elle est revenue sur le devant de la scène il y a 6 ans, je dirais à peu près, avec un recentrage sur les icônes de Cartier. Et aujourd'hui, ils arrivent avec cette nouvelle taille, modèle large, qui vient compléter l'offre modèle moyen, petit modèle. Et en discutant avec la direction de Cartier, on me confirme que cette montre est demandée par les hommes aujourd'hui. Alors peut-être sur certains marchés spécifiques, mais la tendance se confirme. Donc c'est une montre qui à la base était destinée aux femmes, qui aujourd'hui peut tout à fait être portée par des hommes. C'est une discussion que j'ai eue aussi avec Patek Philippe, qui lance une Aquanaut Travel Time quartz en petit diamètre, et visiblement elle plaît aux hommes aussi, ce qui était totalement impensable il y a encore quelques années. Donc c'est une tendance genderless, on propose des montres et après, en fonction des goûts, des couleurs, les gens se décident. Élégance, sobriété, genderless. On reste aussi sur le noir et blanc dans la gamme chromatique avec Chanel. Comment ne pas évoquer Chanel? Charmila, tu as choisi la J12 White Star Couture. Ouais. Qu'est-ce que cette montre évoque pour toi? En fait, c'était très difficile pour moi de choisir les 3 montres, enfin des montres. Et j'ai beaucoup aimé ce qui a été fait chez Chanel cette année, mais celle-ci particulièrement parce que j'aime bien le contraste entre le noir et le blanc. Je trouve qu'il est super bien équilibré. Le travail de sertissage de céramique. En fait, si on regarde le cadran, en fait, c'est de la céramique avec une forme baguette. Également sur la lunette et le travail sur le bracelet, parce que c'est vrai qu'on a un peu tendance à rogner un petit peu les informations sur le bracelet, mais pour pas mal de marques, ça quand même... c'est un clé de personnalité aussi, puis indépendamment du confort. Et en fait, là, le bracelet à maillon, il est travaillé donc avec un sertissage de céramique. Il est gancé de noir. Et puis, sur les côtés, sur les tranches du boîtier et du bracelet, si je dis pas de bêtises, c'est du serti de diamant baguette. Voilà. Donc, je trouve qu'elle a à la fois une simplicité et une élégance folle, cette montre. Je précise que cette session est ouverte au public, donc on prendra quelques questions. Si vous voulez déjà préparer quelques questions, peut-être ces nouveautés vous évoquent aussi certaines choses. On prendra quelques questions tout à l'heure. En attendant, on continue sur peut-être la plus grosse tendance de ces 5 dernières années. C'est bien sûr le sport chic. Emmanuel, chaque marque finalement
a aujourd'hui, pratiquement chaque marque a son modèle sport chic. C'est le cas d'Arnold Denson à présent, avec cette longitude en titane. Oui, alors tout à fait, Serge. C'est vrai que c'est un peu paradoxal de venir aujourd'hui avec l'Arnold Denson Longitude Titanium sur le sport chic, puisque, comme tu disais, le sport chic, c'est une tendance de fond depuis 5 ans, et elle n'est pas particulièrement plus forte cette année que les années d'avant. Mais en fait, moi j'ai été séduit par cette montre et la présentation de cette montre, qui est d'abord en titane, donc un métal très léger, qui est très agréable au porter, très confortable, qui peut s'accompagner de ce bracelet en titane ou d'un bracelet en cuir ou en caoutchouc. Il y a vraiment des codes Arnold de John Arnold Denson. Enfin, on retrouve la mer avec le bleu océan. John Arnold est né en Cornouailles. Il y a trois versions de cette montre, une version vert fougère, une version bleu mer et puis une version sable. Donc cette version bleue, elle est assez chère à mon cœur. J'aime beaucoup le bleu. Vu comme je suis habillé, ça vous étonnera pas. Il y a le côté réserve de marche avec un disque poly-miroir dessous, donc un vrai savoir-faire horloger. Le poly-miroir, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à acquérir et qui est fait de manière manuelle. Je vais parler du satinage. Donc on a des codes horlogers qui sont très forts. On a aussi une montre qui est pleinement sportive, mais on reste quand même dans un sport chic. Donc ça continue un peu ma première montre qui était la Parmigiani Toric, mais dans une version un peu plus, disons, contemporaine et un peu plus utilitaire. Je suis frappé aussi du nombre de marques qui proposent des modèles en titane cette année. C'est vraiment aussi une tendance de fond. Je pense que vous avez peut-être aussi eu l'occasion de le voir sur les salons, notamment le titane à la place de l'acier. Pour peut-être, on est sur l'allègement, on est sur la légèreté, on est sur la sobriété. Après, il y a des gens qui, peut-être c'est le cas pour vous, qui préfèrent avoir une montre, disons, qui sentent au poignet, d'autres qui préfèrent la légèreté du titane. Peut-être c'est une manière de répondre à toutes les attentes. Alors moi, c'était mon cas. J'aime plutôt avoir des montres qu'on sent au poignet. Le titane, je trouve que c'est un petit peu... voilà, j'ai l'impression d'avoir le poignet nu, ça me dérange quand je porte une montre. Mais sur ce modèle-là, spécifiquement, en fait, on découvre un côté très agréable. Je pense aussi à la grande Seiko, qui est plus dans le côté sartorial élégance, mais qui se trouve être en titane, alors qu'on l'attendrait plutôt en or blanc ou en platine. Il y en a d'autres encore, effectivement, qui utilisent ce métal, et c'est peut-être aussi pour donner une plus grande facilité de port à d'autres clients qui ne seraient pas forcément venus sur des métaux précieux ou sur de l'acier. Je pense particulièrement à Roger Dubuis, par exemple. Roger Dubuis qui arrive avec une monotourbillon en titane, en full titane en fait, donc bracelet et boîte. Et je discutais avec une personne de la marque qui me disait, ben voilà, c'est notre best-seller, mais c'est notre best-seller parce qu'en fait on présente aussi la version en or rose, qui est la première version qu'on présente, et puis dans des clientèles notamment plus jeunes, en fait, quand les gens adhèrent, ils disent ok, ouais, j'adhère à votre marque, j'adhère à ce squelettage, à tout ce qui se passe, mais il y a un petit quelque chose qui me gêne, ça fait un peu, alors vous allez m'excuser, mais ça fait un peu montre de mon papa ou de mon grand-père. Et alors du coup, là, ils arrivent et puis ils sortent la version full titane, et là, il y a l'effet qui se passe, et en fait, ça fonctionne. Pour des trentenaires, pour des gens qui sont plus jeunes. Un aspect vraiment très contemporain. Alors l'inverse du contemporain, mais malgré tout, on rend des modèles du passé contemporain, c'est le revival. Là, évidemment, une tendance très très forte avec également l'importance du marché secondaire, où on voit vraiment des tendances aussi se dessiner. Et les marques ont vraiment embrassé cette notion de réédition, de faire revivre, de réinterpréter, peut-être avec des matériaux plus contemporains, des modèles du passé. C'est le cas chez Zenith, qui avait plus sorti de montres de plongée depuis plusieurs décennies, avec cette différence
DeFi Revival. Marie, tu as choisi cette montre pour ça aussi. Oui, tout à fait. J'ai choisi parce qu'effectivement, alors déjà, l'histoire de la montre, c'était la première montre la première DeFi Diver de Zenith qu'ils avaient lancée en 1969. Ils ont choisi de la réinterpréter aujourd'hui en reprenant vraiment l'esthétique de l'époque. Donc quasiment rien n'a changé, le diamètre est le même, 37 mm, ce qui est finalement très petit pour une montre de plongée. Les caractéristiques, alors on a un insert, une lunette tournante avec un insert en saphir orange au lieu du plexi de l'époque. L'étanchéité est de 600 mètres et le mouvement est un mouvement contemporain. Ce que je voulais montrer par là, c'est qu'effectivement, depuis quelques années, les montres capitalisent beaucoup sur leurs montres historiques, sur certaines icônes. D'ailleurs, à partir de cette réinterprétation de la DeFi de 1969, ils ont lancé la même en version extrême cette année aussi. Donc, ils relancent ces modèles, ils les extrapolent. Zenith fait ça depuis quelques années. On a cette année aussi Piaget qui relance sa Polo 79. Tout en or, et puis voilà, je trouve ça assez intéressant. C'est des tailles qui sont portables par tous, effectivement. On surfe sur cette vague du vintage et ça marche plutôt bien. Et effectivement, dans le cadre de marques comme Zenith, qui ont une histoire plus que séculaire, il y a finalement un portfolio historique tellement important que parfois c'est même difficile de choisir ce qu'on va mettre en avant. Il y a des marques comme ça qui ont su aussi gérer leurs archives, leur patrimoine. Et on voit aussi la notion de patrimoine qui est peut-être plus importante que jamais aujourd'hui. Ce qui frappe dans ce modèle, évidemment, puis c'est le propre des montres de plongée, c'est ces couleurs, évidemment. Donc quand on est dans l'obscurité sous-marine, il faut arriver à déceler, à lire sa montre. Donc l'orange est une couleur privilégiée. Il y a une marque qui a fait exploser le nombre de couleurs cette année, c'est bien évidemment Nomos, puisque Charmila, ils ont sorti non pas une nouvelle couleur, mais 31 associations de couleurs sur la nouvelle Tangente, 38 dates. C'est vraiment sur leur, je pense que vous êtes peut-être passé sur leur stand, vous pouvez voir, ils ont une table avec toutes les associations. Là aussi, c'est vraiment, c'est une tendance assez forte, peut-être, en tout cas chez eux. Oui, en effet, si vous avez la possibilité d'aller sur le stand de Nomos, en fait, on a l'impression d'être dans une confiserie parce que il y a une multitude de montres avec des cadrans différents. Moi, quand j'ai commencé dans l'horlogerie il y a bientôt 20 ans, en fait, les couleurs de cadrans c'était assez limité. C'était du blanc, du noir, du bleu marine pour les audacieux. Il y a un peu plus de 5 ans, on a commencé à avoir du vert dans toutes les déclinaisons, donc un petit peu saturé. Et là, je trouve que depuis 2 ans, on va vers des couleurs bien plus audacieuses, du fuchsia, de l'orangé, des trucs sympas. Et ce que j'ai bien aimé chez Nomos, en fait, c'est que c'est pas juste une couleur de cadran, c'est un mariage entre la minuterie le long du réo, qui est d'une couleur, et puis celle du disque central, et puis de la petite seconde. Donc c'est pas forcément des combinaisons de couleurs dans un nuancier ouais, du ton sur ton, on va dire. C'est vraiment moi je suis très comme ça en plus dans la vraie vie, des mariages de couleurs qui sont assez audacieux. Donc honnêtement j'en ai essayé quelques-unes et si je devais en acheter une je serais bien embêtée parce qu'il y en a plusieurs qui me plaisent. Et ce que je trouve rigolo aussi c'est que chaque combinaison de couleurs a un nom en allemand que je ne saurais pas prononcer parce que mon allemand est très limité. Et donc ils ont conservé, je trouve ça fait très original en plus. Et ce qui est intéressant aussi, c'est
finalement, Nomos, c'est une marque plutôt quiet, comme on a dit au début. C'est plutôt une marque sobre, c'est plutôt une marque voilà, qui est dans le Bauhaus, dans vraiment une certaine élégance, tout en sobriété. Donc ça rejoint peut-être les premiers modèles qu'on a vus sur un segment de prix. Ouais, il y a une rigueur différent. esthétique et justement le contraste entre la rigueur esthétique assez basique, on va dire, si je peux me permettre, chez Nomos, et là tout d'un coup qui est éclairé par des couleurs qui sont lumineuses, qu'on trouve pas partout. Et moi c'est ce que je recherche. C'est deux tendances presque qui se rejoignent finalement, cette volonté de colorer, finalement aussi peut-être changer un peu, faire évoluer son image, et puis c'est un coup d'éclat pour leur première participation à What is and Wonders aussi. Donc, tout à fait. Aussi réussi leur coup. Peut-être sur cette tendance où tu disais qu'il y avait des touches de couleur qui venaient s'ajouter et puis amener quelque chose. On peut aussi penser à la 1908 de Rolex où il y a un beau bleu. Le bleu glacé, il est magnifique. Et il y a aussi la IVC, l'édition Gisèle Bunchen, je crois, où il y a un bleu qui est aussi splendide. Le bleu jean, tu dis? Non, il est plus fin, un peu pâle. Ouais. On est vraiment dans les nuances. Ouais. Jean usé. Non, mais c'est. Et on vient dans les nuances. Il y a des petites touches comme ça qui viennent se mettre, des petites touches de couleur qui sont apportées sur le cadran. C'est peut-être aussi une façon d'amener un peu de neuf sur des choses ou sur des montres qui sinon resteraient, comme tu disais, Charmila, oui, noir, blanc, ok, c'est gentil, mais qu'est-ce qu'on peut apporter en plus, mais pas forcément de manière massive, en fait, mais par délicatesse, en fait. Parce que justement, les manières massives, on a vu le vert il y a quelques années, et puis tout d'un coup, il y en a un qui a fait du vert, donc il y en a plein qui ont fait du vert et tout. Alors c'est pas toujours les mêmes verts, il y en a qui sont plus beaux que d'autres, mais là je trouve qu'on sort un petit peu de la tendance générale en proposant non seulement des couleurs qu'on trouve pas partout, mais en plus avec des combinaisons de couleurs que je trouve super intéressantes. Lorquin, par exemple, même aussi qui sont pas sur des cadrans, mais sur les espèces de bumpers qui sont autour du boîtier, avec des choses qui sont très pétards, donc qui sortent, qui flashent, quoi. Ça réveille. C'était l'année dernière, la Carrera Fuchsia. Ouais, Carrera Fuchsia. Ouais. Moser avec un citrus green qui est extraordinaire. Moi, je trouve prendre un shot de vitamine là-bas. Je trouve très intéressant le fait qu'en fait, cet attrait pour la couleur, on le retrouve sur tout le spread, toute typologie de marque, de la plus classique à la plus disruptive. Maintenant, on maîtrise bien la couleur sur la céramique, donc on s'amuse avec des couleurs... Sur la céramique et le saphir aussi. Parce que les éditions roses, la J12, elle est super, en plus complètement, et puis hyper uniforme. Oui, on a aussi des marques comme Patek Philippe qui part sur du violet, cadran violet. C'est assez amusant parce que tout le monde s'y met maintenant. Ça n'est plus réservé à ces marques qui cassaient la baraque. Ils jetaient des pavés dans la mare il y a quelques années encore. Oui, les marques sont finalement peut-être décomplexées par rapport à cette utilisation des couleurs, tout en gardant leur esthétique, tout en gardant leur code, leur affichage. Et Nomos, c'est vraiment un très bon exemple. C'est un très très bon exemple, et c'est vrai qu'on nous demande souvent à la fin des salons alors quelle est la couleur qui ressort. En fait il n'y en a pas. Là c'est les couleurs. Quelque part c'est on libère la créativité, et c'est ce qui est intéressant, je trouve. C'est toute la palette, et toute la palette on la retrouve aussi sur cette montre, la Quiz Date de Upcycle. Je crois que c'est le mot Upcycle qui est peut-être le plus important dans cette montre Charmila. Là, un mélange de couleurs, et avec chaque cadran qui sera unique, mais aussi les couleurs qui rejoignent aussi cette notion de durabilité. C'est vrai qu'on en a peut-être plus entendu parler il y a 1 ou 2 ans. Il y a eu beaucoup d'annonces en faveur de la durabilité, du développement durable dans cette industrie. Oris en est un des champions. Ce modèle, c'est l'incarnation du concept de upcycling. Est-ce que tu peux nous le décrire, Charmila? En fait, j'ai trouvé amusant le fait que ce soit le cadran, la plaque qui est sur le cadran soit du PET, du PET recyclé, donc compressé pour en former des blocs, si j'ai bien tout suivi.
et en plus, et dedans, on découpe des disques qui vont venir sur le cadran. Donc en fait, vous avez un mélange de couleurs qui est un petit peu fou, et d'un cadran à l'autre, on n'aura pas le même. Donc je trouve que c'est sympa parce que du coup, tu peux aller chez ton détaillant Oris et tu peux choisir la combinaison de couleurs qui te parle le plus, celle qui aura, je sais pas, je dis n'importe quoi, qui aura une dominante plus de rose ou plus de vert. Donc il y a un côté un peu personnalisation aussi de la montre. Et puis effectivement le côté recyclé. C'est vrai qu'Oris fait beaucoup de choses et de façon un peu moins assourdissante que d'autres. Mais ils font super attention à avoir ils ont des initiatives en fait. Ils travaillent aussi avec certaines ONG et moi c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Et donc ce modèle-là, oui, je trouvais ça rigolo entre guillemets de pouvoir se dire c'est du PET recyclé et puis en plus je peux choisir le cadran qui me parlera le plus. On va changer de décor complètement pour le dernier modèle sélectionné. Après, on va passer aux questions. Donc, préparez vos questions on va parler d'éternité avec Emmanuel et l'IVC. Portugieser Eternal Calendar. Faut pas oublier les complications, bien sûr, en horlogerie, on n'en a pas encore parlé, mais ça reste extrêmement important. Sur le stand Vacheron-Constantin, on a aussi la Berkeley qui est un nouveau record de complications. Tu as choisi ce modèle, Emmanuel. C'est vrai que il incarne, il est dans son nom, Eternal Calendar. Pourquoi ce Eternal Calendar? Alors j'ai choisi ce modèle pour deux raisons. On va parler de l'Eternal Calendar, effectivement. C'est assez rare dans l'horlogerie d'avoir au poignet une montre qui va pouvoir vous donner le jour, la date, le mois et l'année, juste en tenant compte du cycle des années bissextiles jusqu'en 3999. Alors, en fait, il se trouve que le cycle des années bissextiles, qu'on connaît bien, se passe tous les 4 ans, sauf, il y a un sauf. Le sauf, c'est les années séculaires non divisibles par 400. Elles ne sont pas bissextiles. Et c'est un peu la première prouesse, j'allais dire, de cette montre, c'est d'avoir fait un rouage qui tient compte de ces irrégularités, ce qui veut dire qu'il y a une roue qui va tourner une fois en 400 ans à l'intérieur de ce modèle. Alors on la voit dans la petite ouverture entre le 5 et le 4. Et ça, je trouve ça déjà une première promesse d'éternité. Donc c'est quelque chose qui nous attire, qui est assez incroyable, qui rejoint aussi effectivement la Berkeley avec le quantien perpétuel chinois, qui est quelque chose de très compliqué à faire, ou alors Parmigiani, toujours eux, sur le quantien perpétuel Ijri. Et la deuxième chose qui m'a intéressé dans cette montre, en fait il y en a 3, vous voyez, c'est la Lune. Alors je suis un grand fan de phase de Lune. Je trouve que dans ce salon, il y en a quand même beaucoup, et beaucoup dans toutes les gammes de prix. Alors là, on est dans un milieu un peu extrême, mais il y a Frédéric Constant qui en sort, Raymond Weil qui en sort, Laurent Ferrier. Il y en a quand même un certain nombre. J'en ai recensé au moins 11-12 marques qui font une innovation sur les phases de Lune. Et sur celle-ci, l'intérêt, c'est que elle perd 0,00192 secondes par an. Ce qui veut dire qu'on devra l'ajuster d'un jour dans 45 millions d'années. Alors je suis un grand fan de science-fiction. Science-fiction, c'est le cycle de fondation d'Asimov notamment. Et je trouve que cette montre, moi, elle m'embarque complètement là-dedans. De se dire qu'il y a des horlogers suffisamment fous pour faire un calcul, je crois qu'il y a eu 22 trillions de combinaisons de rouages pour trouver la bonne combinaison de rouages qui permet d'avoir cet ajustement théorique. Je pense que personne ne sera là pour le vérifier dans 45 millions d'années, pour juste avoir ça. Et se dire qu'il y a un côté très mathématique, très scientifique, mais aussi très poétique. Pourquoi faire ce genre de choses? Moi, ça m'a complètement embarqué. Et puis, la troisième détail, c'est que on pourrait se dire que cette montre est très épaisse, elle l'est, mais la boîte a été retravaillée de façon assez subtile par
un des designers de IVC qui s'appelle Yoni Crissi et qui a redesigné la gamme de la portugaise et aussi travaillé sur cette boîte. Et en fait, elle fait pas si imposante que ça. Elle fait 44,4 mm. Il y a quelques années, elle en aurait fait 46 sans problème. Je me rappelle plus de l'épaisseur, mais elle est pas si épaisse que ça. Et le fait d'avoir une glass box comme ça qui revient, qui retombe sur la lunette, en fait, adoucit complètement la chose. Et voilà, pour moi, c'est un peu l'archétype. On aurait pu prendre aussi la Gégère, duomètre, évidemment, qui va dans le même sens et aussi dans le même sens esthétique. Mais il fallait en choisir une et voilà, cette montre, moi, m'a vraiment séduit pour ça. Et c'est vrai que l'ergonomie au poignet, j'ai l'impression que les marques travaillent aussi beaucoup là-dessus. Tout à fait. Beaucoup. Pour aussi que même des modèles relativement larges soient quand même confortables voilà, c'est de nouveau le sens du détail. On va prendre quelques questions s'il y en a dans le public. Vous pouvez lever la main et le micro va venir vers vous. Je ne sais pas s'il y en a. On a encore du temps. On a encore quelques minutes. S'il n'y en a pas pour l'instant, c'est vrai qu'en termes de complications, souvent on nous pose la question, est-ce qu'il y a encore des défis à relever en horlogerie? On est étonné de voir chaque année des défis techniques être relevés. Est-ce que vous partagez cet étonnement? Parce que parfois je me dis, mais qu'est-ce qu'on va encore pouvoir trouver pour scientifiquement peut-être relever? Et puis après, on est toujours étonné. Personnellement, je pense que tant que la technologie évolue, la technique horlogère va évoluer aussi. Et puis il y a toujours les défis, celui qui va se lever un matin et se dire tiens, on n'a pas pensé à ça. Et puis il y a aussi les recherches en matériaux. Il y a toujours énormément de choses à faire. Et puis plus la technologie, comme je disais, avance, plus on va remettre en question parfois des techniques qui étaient déjà là, mais se dire tiens, on pourrait simplifier, on pourrait fiabiliser, il y a toujours des choses à faire. Est-ce qu'il y a des marques aussi que vous avez en quelque sorte découvertes ou peut-être redécouvertes durant ce salon? Là, je pose des questions peut-être un peu plus ouvertes, hein, mais on sait qu'il y a 54 marques. On n'a peut-être pas la possibilité d'aller voir tout le monde, hein, malheureusement. Il faudrait peut-être 2-3 semaines. Mais est-ce que vous avez eu quand même quelques surprises, quelques marques que vous avez ou peut-être poser un autre regard sur ces marques? Alors moi j'en ai une en tête, c'est Beauregard, parce que j'avais rencontré il y a déjà quelques années, il exposait sur Genève avant le Covid, je crois, je sais plus exactement, et c'est quelqu'un qui travaille les pierres, donc il est plutôt dans le lapidage et l'art d'assortir les pierres, puis il faisait une somptueuse montre féminine avec un tourbillon central. Puis on attendait un peu la montre masculine. Et puis là, il est arrivé avec une alliance avec Vianney Alter sur une montre qui s'appelle Ulysse, où il y a un cadran. Alors comme ça, on se dit ok, ça va être compliqué de voir l'heure, c'est vrai, parce que il brille il est couvert d'aigle marine. Il y a une espèce d'art du vitrail de l'aigle marine sur ce cadran, si je dois dire. Et derrière, il y a un mouvement qui est de Vianney Alter, qui est un horloger quand même bien connu, membre de la HCI, qui est un horloger juste incroyable. Et en fait, Alexandre Beauregard a redesigné une partie des ponts du mouvement et surtout toutes les décorations. Et ça donne un petit quelque chose où il reste dans son univers. C'est pas évident de sortir d'une montre pour homme qui soit, parce que lui, il voulait vraiment aller dans le marché masculin. Désolé pour le genderless, mais... Ouais, ça veut dire quoi pour toi, en fait? Moi, je répète ce qu'il m'a dit. Hein. D'accord. Ça, c'est une autre tendance. Alors, effectivement, tendance. Genderless, je crois que aujourd'hui, on parle beaucoup des diamètres, on parle beaucoup, mais après, je comprends aussi que, effectivement, Alexandre, et c'est ce qu'il m'a dit, Alexandre Beauregard, c'est un spécialiste des pierres. Oui. Hein, c'est quelqu'un qui voyage dans le monde entier pour aller chercher des pierres, mais il n'avait pas encore peut-être ce qu'il ajoute, c'est cette fibre mécanique avec l'alliance avec Vianney Alter, et ça lui ouvre, et ce qu'il m'a dit, c'est aussi que ça lui ouvre un nouvel horizon finalement, complètement créatif, mécanique, et
effectivement auprès aussi d'une clientèle masculine également, même si aujourd'hui tout le monde produit. Parce qu'honnêtement, pour te répondre, Charmila, je pense que cette montre, elle reste genderless. Elle peut être très bien portée par des hommes ou des femmes, c'est pas le problème. Mais je pense que dans son univers à lui, il avait plus pensé ses premières collections en ayant les femmes en tête et j'ai l'impression, enfin, en tout cas c'est ce qu'il avait l'air de dire. Tu dis qu'elle est masculine parce que en fait c'est le choix des pierres, c'est je sais pas, l'esthétique du cadran ou aussi le En fait, moi je le trouve très étonnant cette montre. Il faut que j'aille la voir parce que je l'ai pas vue encore. Alors il faut que tu ailles la voir. Peut-être que tu l'auras au poignet demain. Ah. Je pense que c'est le côté un peu mouvement mécanique très poussé de Vianney qu'on peut voir sur le fond externe, l'approche sur les détails des finitions qui sont aussi du grand art. C'est un ensemble, je pense. J'ai pas beaucoup plus de réponses à te donner. Tu vas aller le voir et tu vas lui poser la question. Tu verras, c'est impressionnant. J'avais vu en photo et je disais, ouais, et après tu la vois en vrai, il y a une densité, Oui, je l'ai vu. Aussi, je te voilà. conseille d'aller la voir, à vous aussi également. Donc on vous encourage en tout cas à aller voir toutes ces nouveautés qui reflètent certaines tendances. C'est le dernier jour, donc il faut en profiter encore pendant qu'il est temps. Et puis rendez-vous l'année prochaine pour peut-être de nouvelles tendances qui se confirmeront ou s'infirmeront. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ce panel Nouveautés et Tendances. J'espère que ça a donné envie à tout le monde d'aller découvrir ces modèles. Merci beaucoup. Merci. Et puis une excellente journée à tous. Merci à vous. Merci. Merci.